Mon iPad. On peut y aller, je pense, non? Oui, on peut y aller si tu veux. Je regarde juste dans les différentes boucles. Ok. Oui, on peut y aller. Vous êtes d'accord, les dames? On y va? Tout à fait. Donc, c'est Nathalie qui ouvre. Alors, tout d'abord, je remercie Françoise d'avoir proposé à ToGap d'imaginer ce webinaire et de présentation des travaux qui ont été faits par Mathilde Ast et puis Bénédicte Sudry avec le support de notre ancienne stagiaire, Voilà. voilà, Mélanie Mélanie, Daubreuil. Mélanie de Grey. Et ce que j'ai trouvé de très innovant et de très intéressant, c'est qu'au-delà des chiffres qu'on a, effectivement, qui sont très parlants, hein, par ailleurs, qu'on a régulièrement et sur lesquels on peut bâtir une réflexion et des actions, ce qui est très important, c'est de pouvoir déceler dans le quotidien des parcours professionnels, là où il y a des obstacles, là où il y a des opportunités et ce qui est possible de proposer en dehors des conclusions qu'on tire de l'analyse des chiffres. Et je trouve que ce travail, il est tout à fait en cohérence avec les missions de nos réseaux professionnels, puisque nos réseaux professionnels, comme ils sont ancrés dans la vie quotidienne des femmes au travail, et notamment des femmes dirigeantes dans la fonction publique, eh bien, on observe un certain nombre de phénomènes, on observe des choses qui ne sont pas forcément identifiées par les différentes DRH. Et je trouve que ce premier travail, on pourra en reparler après, mais ce premier travail devrait avoir une suite, et notamment en articulation avec nos réseaux, parce que, outre qu'il donne de la chair, ce qui est déjà très illustratif, il permet de mettre le doigt sur un certain nombre de nœuds, de mécanismes sur lesquels nos réseaux sont plus en capacité de faire des propositions que l'institution elle-même. Voilà, je ne veux pas être plus longue. Mais pour vous dire que vraiment, moi, ça m'a énormément intéressée et c'est surtout que ça fait très écho au mode de fonctionnement que nous avons à l'intérieur de nos réseaux. Voilà, donc je laisse la parole à Françoise. Merci beaucoup d'avoir initié cela. Ce sera passionnant pour tout le monde. Merci Nathalie pour ce mot d'accueil. Et moi, je remercie les participantes et aussi ToGap pour m'avoir donné l'opportunité de monter ce séminaire. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de cette étude et de la publication qui s'intitule Récit de dirigeantes territoriales, l'encadrement supérieur face aux défis de l'égalité professionnelle. Bon, c'est un très long titre. Mais en fait, de quoi s'agit-il? C'est d'une enquête qui a été menée collectivement auprès d'un échantillon représentatif de 20 femmes dirigeantes en collectivité territoriale. Alors peut-être avant de poursuivre cette introduction, on pourrait peut-être présenter les personnes qui sont autour de la table. Alors mes jeunes collègues, vous voulez dire un mot sur votre nom et votre fonction? Mathilde? Oui, merci à toi Françoise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Mathilde Dast. Effectivement, j'étais élève administratrice territoriale, donc élève INET à la promotion Georges Brassens, donc qui est sorti le 1er août dernier, 2023. Et je suis actuellement DGA ressources au département de Lot-et-Garonne, à Agen. Très bien. Bénédicte? Et donc Bénédicte Sudry, comme Mathilde, je fais partie de la même promotion de l'INET 2022-2023. Là, actuellement, j'occupe des fonctions de chargée de mission à Toulouse Métropole. Merci beaucoup. Brigitte, je ne sais pas si tu as besoin d'être présentée encore, mais dans le cas de ce webinaire, oui. Alors, Brigitte Grésy, j'ai eu la chance qu'on me demande de faire une préface à ce magnifique travail et donc je suis experte des questions d'égalité et ancienne présidente du HCE et très impliquée dans plusieurs associations féministes et réseaux professionnels de femmes. Merci. Donc, moi, je suis Françoise Belay. Donc, je suis déléguée nationale à l'égalité professionnelle à la ATF, l'Association des hauts fonctionnaires territoriaux, et également dans ToGap depuis le début, vice-présidente de ToGap parmi d'autres collègues. Et je fais également pas mal d'expertise à l'international. Et je suis administratrice territoriale aussi.
Donc voilà comment ça va se dérouler notre webinaire, hein. On va vous faire une sorte, nous aussi, du coup, de récit, de la méthodologie que nous avons adoptée pour les récits, ce que nous souhaitons en faire, et également aussi parler des points forts et des recommandations qui ont émergé de ces récits, de ce storytelling. Nous allons également, de façon un peu audacieuse, vous livrer une lecture de deux récits qui font partie de cette publication. Et enfin, last but not least, Brigitte ouvrira la discussion avec ce qu'elle a retenu, ce qui l'a intéressé, elle, dans les points forts, sur ces portraits qui figurent dans cette publication. Donc voilà, il nous a semblé important, je rebondis un petit peu sur ce que disait Nathalie tout à l'heure. Effectivement, Stugap, on le sait, rassemble les réseaux du public et du privé. Et en fait, moi, ce qui m'a semblé important en proposant ce webinaire, c'est en fait de vérifier, de discuter notre intuition, c'est-à-dire que les problèmes et les situations rencontrés se recoupent, quels que soient les univers professionnels, du public et du privé, des différents versants de la fonction publique, lorsqu'il s'agit d'aborder les questions de gouvernante et de partage de la décision, qui sont, comme vous le savez, l'ADN de ToGAP. Alors, quelques remerciements qui me semblent importants. L'AATF, donc, qui porte haut et de longue date le sujet de la parité au sein de la fonction publique territoriale et qui a été à l'initiative de ce travail. La CASDEN, puisque voilà, les finances, ça compte, et la CASDEN nous a apporté un soutien financier qui nous a permis d'embaucher une stagiaire pendant 3 mois. La stagiaire dont on a parlé tout à l'heure et qui nous a permis de participer à la rédaction des récits. Donc, nos élèves de l'INET, hein, ils étaient 5 à travailler sur ce travail, sur cette recherche. Et aujourd'hui, on a donc nos 2 élèves qui sont là. Je remercie aussi Elsa Favier qui nous a accompagnés dans une première réunion de cette initiative et qui nous a donné des conseils méthodologiques pour mener des questionnaires. Donc, en quelques mots, je voulais insister sur le fait que ce qui, moi, m'a intéressé, j'ai fait pas mal d'enseignements comme certains d'entre vous, et cette notion de la transmission, elle me semble très importante. Et ce qui me semble très innovant, c'est ce travail qu'on fait avec les élèves, des élèves de l'INET, du groupe Égalité Femmes-Hommes de l'INET. L'INET, c'est l'Institut national des études territoriales, c'est le pendant de l'INSP pour la territoriale. Eh bien, cette approche est originale. L'autre jour, Nathalie utilisait le mot de cordée, que j'aime beaucoup, et le fait de mener un travail d'équipe entre jeunes professionnels et d'autres plus expérimentés me semble original et fructueuse. Alors, on l'a fait déjà l'année précédente sur un travail avec Estelle Young et Odile Neuveillère sur les plans d'action obligatoires dans la fonction publique. Et là, avec la nouvelle promotion Hubertine Auclair, ça ne s'invente pas, eh bien, on réfléchit à un travail, à une enquête autour de l'écoféminisme. Donc, c'est un travail intergénérationnel et donc qui permet d'exprimer une diversité et une complémentarité des points de vue. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée? Pour ne rien vous cacher, c'est un petit peu une proposition que j'ai faite aux élèves. En fait, dans nos milieux, on a une visibilité très réduite, trop réduite des enjeux. On manque d'études, on manque de connaissances, et en particulier pour la fonction publique territoriale. J'en profite au passage pour signaler que le Fonds égalité professionnelle de la DGFP est ouvert jusqu'au 17 novembre prochain et qu'il permet de financer des études. Donc ça, c'est important, et les associations professionnelles y sont éligibles. Donc, il y a des travaux surtout dans la fonction publique, qui concernent la fonction publique d'État. Il y a le plafond de verre et l'État, que presque tout le monde connaît, qui a été mené par des équipes du CNRS, dont Laure Bérény et Catherine Marie. Ouais, c'est déjà un travail qui date de 2017, qui est un travail absolument extraordinaire, qui a été une grande révélation pour moi, et qui a mis à jour le rôle des normes, des pratiques, des dispositifs formels et informels qui construisent les inégalités de carrière entre les femmes et les hommes. Un autre travail que moi j'admire beaucoup, parce que j'aime beaucoup Elsa Favier, qui est aussi de la jeune génération, hein, qui est une chercheuse en sociologie. Et en 2020, plus récemment, elle a publié Énarque et femmes, un travail incroyable de 7 années. Et elle est allée dans les caves de l'ENA pour trouver les chiffres et illustrer la différence des parcours entre les femmes et les hommes dans la haute fonction publique d'État. Et aussi, elle a travaillé sur le grand écart entre une mixité affichée et les pratiques sexistes au quotidien. Donc, ça nous a semblé important de nous intéresser aux femmes dirigeantes de la fonction publique territoriale, une méthode originale, le storytelling,
Voilà, le storytelling, on l'utilise beaucoup aussi en entreprise, la réalisation de portraits types. Et en fait, ces récits de vie, qui sont aussi pas mal utilisés dans le milieu médical, peut-être Bénédicte nous en parlera, ils sont beaucoup utilisés en sociologie, hein, c'est les biographies. Et donc, c'est une enquête anonyme qui a été menée auprès de 20 dirigeantes territoriales. On a choisi des profils différents. Certaines travaillent en région, d'autres en commune, d'autres en département, ont des métiers différents, toutes des postes de direction, soit des directrices ou des DGA ou des DGS. Et en fait, on s'est intéressé à des administratrices territoriales, mais aussi à des ingénieurs chefs, puisque l'association des ingé-chefs a apporté sa contribution à ce travail. Donc, voilà, on a abouti à ces portraits types, ces récits thématiques. Je voulais juste dire aussi que, peut-être tu peux montrer la deuxième diapo, voilà, Bénédicte. Eh bien, c'est une méthode qui est inspirée de ce qu'on appelle la pensée design. Alors, ça fait un peu les grands mots, mais la pensée design, c'est aussi utiliser les dessins, les schémas, les portraits types. Et en RH, moi j'ai beaucoup utilisé ça à la région Île-de-France. Ça permet de faire des personae, des personnages fictifs qui permettent de travailler sur différentes situations. Donc ça nous a intéressé aussi de travailler sur cette méthode du design thinking. Et voilà, je pense que j'ai assez parlé pour introduire ce travail qui a été vraiment passionnant. Je veux le dire aussi, un bonheur de travailler avec Bénédicte et Mathilde. Vraiment, c'était extrêmement passionnant, sympathique, intelligent. C'est pas modeste, mais je pense qu'on a fait un travail intelligent. Et Bénédicte a notamment beaucoup travaillé sur la méthodologie. Je vais la laisser présenter cette partie-là. À toi, Bénédicte. Merci Françoise, c'était un plaisir partagé. Donc, je vais effectivement enchaîner avec, en revenant un peu sur la méthode qu'on a utilisée. Alors, en quelques principes clés d'abord, je reviens pas, enfin, peut-être pour présenter le choix de récits stylisés, c'est ce qu'a dit Françoise sur notre point de départ, qui a été de s'inscrire sur une réflexion et une étude qui soit complémentaire à la fois de l'analyse statistique chiffrée et également complémentaire de ce qui était en train de se mettre en place pour l'État, au sens de trouver nous aussi à pouvoir faire un apport, on va dire, qualitatif sur le sujet de l'égalité professionnelle dans la fonction publique territoriale. Donc, on s'était intéressé aux récits qui sont depuis longtemps utilisés, notamment dans les sciences sociales, que ce soit pour produire de la connaissance, contribuer à mettre du sens sur ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était déjà assez utilisé. Donc, faire des méthodes d'interview de personnes qui occupent des postes importants dans la fonction publique territoriale. Et c'est pourquoi on a souhaité plutôt réaliser des récits stylisés qui sont en fait des récits qui empruntent à plusieurs parcours pour mettre en lumière des problématiques communes qui traversent l'encadrement supérieur dans la fonction publique territoriale. C'est-à-dire que les 6 récits qu'on a restitués ne sont jamais le récit d'une seule personne, mais donc des récits reconstitués à partir d'une méthode qu'on a utilisée. En s'inspirant, je le mentionne ici aussi, ça n'a pas été fait des travaux du Nouvel Institut, qui est une association d'intérêt public à Lyon, qui travaille sur des sujets qui sont justement pour contribuer à les mettre à l'agenda politique, et qui avait utilisé une méthode assez semblable pour la question des femmes et du cancer du sein. Donc, on avait pu s'entretenir aussi avec eux et faire le rapprochement avec nos propres travaux, ce qui était assez intéressant. Alors nous, c'est un travail qui est beaucoup plus modeste hein, en temps et en ambition, parce qu'on n'est pas chercheuse, on n'est pas chercheuse en sciences sociales, mais néanmoins, on s'en est quand même inspiré dans cette idée de pouvoir, pas forcément travailler toujours que sur des cas particuliers, mais pouvoir essayer de rechercher un petit peu de générique, un peu d'universel, pour montrer que les enjeux sont finalement très communs, en tout cas en ce qui concerne la fonction publique.
Et l'autre avantage aussi de ces récits stylisés, comme c'est quand même un petit monde, on s'en est vite rendu compte et qu'on avait parfois des récits très singuliers, ça nous a aussi permis de préserver l'anonymat, ce qui était quelque chose sur lequel on s'est engagé dès le départ avec la vingtaine de dirigeants territoriales qui nous ont répondu. Donc ça, c'était aussi un intérêt de recourir à ce type de récit. Et aussi par là même de permettre, on parlait au début de justement donner chair à des nœuds, à des mécanismes, à des problématiques. Là, la parole était tout de suite très libre aussi parce qu'il n'y avait pas le nom, le portrait de la personne. Donc ça permettait une expression véritablement libre. Toujours sur la méthode, le mode opératoire, Françoise l'a dit, hein, je ne reviens pas dessus, sur un panel d'une vingtaine de personnes sélectionnées par rapport au mode d'accès à la fonction d'administratrice territoriale. L'âge aussi, on a pris une diversité de générations et puis au niveau géographique pour pouvoir avoir cette diversité, y compris en outre-mer. On a procédé en interfilière, c'est-à-dire pas que des administratrices territoriales, mais aussi pouvoir ouvrir à des ingénieurs en chef qui rencontrent elles aussi des problématiques, somme toute, très proches et qui occupent des postes aussi du même ordre de plus en plus. Et ensuite, la façon dont on a procédé, on a souhaité laisser vraiment la place à l'expression des personnes avec des entretiens semi-directifs qui consistaient en fait à poser en amont et en se mettant d'accord dans un comité de pilotage sur des thématiques qui nous paraissaient intéressantes d'aborder avec l'ensemble des participantes, de façon aussi à guider guider la discussion d'environ 1 heure avec chacune. Mais pour autant, on était vraiment laisser la personne se raconter au maximum pour ne pas non plus biaiser pour ne pas biaiser les choses et vraiment voir ce que les personnes mettaient spontanément en avant comme idée. Et d'où le fait de valoriser la force autonome des récits. C'est voilà, c'est en ce sens qu'on l'a entendu et qu'il nous semblait plus précieux d'utiliser des récits plutôt que dans une version un peu utilitariste où on pose des questions très précises, assez fermées. Voilà. Et ensuite, on a utilisé, une fois qu'on avait cette somme de matières premières, on a pu comparer entre je dis on, mais c'était donc avec le recours pour le coup indispensable de Mélanie, la stagiaire de TooGap. On a pu comparer les récits et faire des appariements en mettant en avant des points communs, certaines singularités aussi qu'on ne retrouvait pas forcément ailleurs. Et de là, vraiment, donc, des récits, on a pu déduire des ressorts, des problématiques communes, des logiques d'action communes pour pouvoir créer une sorte de catégorisation. Donc finalement, ça fait 6 récits ou 6 catégories d'expérience. C'est un peu comme ça qu'on a conçu notre travail. Peut-être s'il y a des questions à ce stade, pour que ce soit plus parlant et plus concret, je vous propose c'est de voir en fait ces 6 thématiques justement qui ont été explorées. Donc on les a regroupés par 3, mais en fait à chaque fois on a des récits, on a deux récits qui en ressortent. Les normes, donc, en fait, on avait tout un sujet, on s'est rendu compte autour du poids des normes organisationnelles et leur impact sur la carrière. Donc là c'est tout ce qui a trait au sujet un peu statutaire, ce qui est normé dans les carrières administratives, la mobilité, là, c'est vraiment quelque chose on va dire, de prévu, de réglementaire. Et puis, il y a des normes plus informelles comme le présentéisme. Et voilà, voir comment ces sujets-là influent le positionnement des femmes, leur propre carrière et aussi pour elles, des questions comme la conciliation entre les temps de vie professionnelle et personnelle. Une deuxième thématique qui est induite, qui ressortait, c'était la façon dont la construction des carrières s'est faite. On s'est rendu compte au travers des différents récits que systématiquement revenaient des facteurs soutenants, comme notamment la question des tierces personnes, comment elles interagissent sur les parcours individuels, et notamment on a beaucoup de sujets autour des mentors ou encore le rôle du conjoint. C'était donc cette interaction qui nous avait semblé intéressante et assez systématique.
Et à l'inverse, dans les dynamiques de construction, des facteurs plus limitants. Et là, le sujet du sexisme au travail qui est aussi malheureusement beaucoup revenu à travers les récits. Enfin, une troisième catégorie, les pratiques professionnelles. Cette fois-ci, c'est plus les logiques de renouveau de nouvelles pratiques professionnelles et leur impact, la façon aujourd'hui de manager et l'importance qui est mise dans le sujet de la conciliation des temps de vie. C'est aussi des sujets qu'on a pu explorer à travers un certain nombre pour le coup, de thématiques. Enfin, on a parfois souvent, en tout cas, amené sur ces questions-là les personnes en les interrogeant sur leur mode de management et aussi sur leur vision et mise en pratique du féminisme. Est-ce que ça appelle des questions de votre part sur la méthodologie François, je crois que tu parles, je vois que tu parles. Pas de son. Ce que je propose, Bénédicte, c'est qu'on poursuive la présentation Oui, avec Mathilde et notamment sur les conclusions qui sont apparues à l'issue de ces thématiques que tu as très bien présentées. Donc, on va donner la parole à Mathilde pour, j'ai envie de dire, pour deux points, hein, les recommandations, les conclusions, et tu vas sans doute nous présenter les récits aussi, Mathilde. Merci beaucoup. Oui, merci Françoise. Alors, mon intervention va être assez courte. Effectivement, dans notre étude, la part des récits reste quand même prépondérante. C'était notre souhait parce que voilà, c'est sur ce travail de mise en récit qu'on s'est concentré. Mais effectivement, on a aussi une partie préconisation. En toute fin d'étude, qui revient sur des verbatims, sur des propositions en fait hein, de ces directrices DGA, DGS, qui, par exemple, évoquent notamment la piste de bassins régionaux d'emploi, c'est-à-dire essayer de favoriser une mobilité qui soit moins difficile à vivre, moins compliquée en termes personnels. On a aussi des femmes qui assument des enfants, une éducation seule ou en garde partagée. Donc, effectivement, le lien avec la mobilité peut être compliqué. Donc c'est assez revenu. Et puis sur la partie agissement sexiste, hein, il y avait quand même une partie sur la formation des élus, la sensibilisation. Il y a énormément de femmes qui nous ont témoigné de situations vécues d'agissement sexiste de la part d'élus. Voilà. Donc c'est assez revenu, c'était assez majeur en termes de témoignages sur le panel de la vingtaine de femmes que nous avons eu la chance d'avoir en entretien. Nous, ce qu'on s'est dit quand on a récupéré ces préconisations, bien sûr, je vous incite à les lire hein, en fin d'étude, mais c'est qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement une fois qu'on a ces récits. Comment les faire vivre, par exemple, en tant que chargé de mission égalité dans une DGA ressources au hasard, mais voilà, dans une DGA, un département, une collectivité. Nous, des pistes qui nous paraissaient intéressantes, c'était peut-être de diffuser ces récits. C'est la raison pour laquelle on propose un format alors, on propose deux formats différents de lecture de récits. Un format avec support vidéo et la lecture d'un récit qui est dans l'étude, et un format sans support vidéo. Mais je pense que la lecture de ces récits, et on l'a vu notamment au congrès des administrateurs territoriaux, déclenche finalement des réactions et des positionnements assez intéressants. Donc, ça nous paraissait intéressant, voilà, pour pouvoir lire ces entretiens, et puis après d'en retirer, pourquoi pas des plans d'action. Là, on en revient à ce que Françoise disait initialement, ce fameux plan d'action à développer dans nos collectivités. Voilà, donc c'est un peu les suites concrètes qu'on pourrait donner, nous, à la rédaction de ces récits. La diffusion, c'était dans les territoires, dans les collectivités territoriales, c'est ça? Quand vous Alors, avez- sous réserve voilà, de l'avis de Françoise et Bénédicte, mais oui, on était plutôt pour une diffusion assez libre, effectivement, de cette étude. Elle est déjà publiée, hein, cette étude, elle est déjà accessible, hein, ouverte, enfin voilà. Et pourquoi pas, donc nous, en fait, là, on est sur les 6 récits concernés. Tu m'arrêtes, Bénédicte, on en a enregistré 2, mais oui, ça pourrait être une piste d'exploration, ou alors tout simplement que les collectivités s'en emparent aussi, de pouvoir les lire eux-mêmes, voilà. Mais ça pourrait être effectivement une piste, oui, de diffuser. Ouais. Je me permets d'ajouter que, effectivement, nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est que ces récits
au départ, qui concerne spécifiquement les collectivités, aussi parce on manquait vraiment de connaissances dans ce domaine, eh bien, on souhaite vraiment qu'ils circulent, y compris de façon conjointe avec d'autres collègues, d'autres versants de la fonction publique, mais aussi dans le privé. Les sujets sont communs, ça c'est certain. Mm. Oui, juste pour aller dans le sens de ce que viennent de dire Françoise et Mathilde, c'était pas on avait imaginé, on avait pensé sur un peu sur la portée de ces récits, pouvoir concevoir des séances de travail ou des temps de formation, et il nous semblait que ça pouvait être utilisé un peu comme des brise-glaces ou des moments pour, comme disait Mathilde, en fait, lancer, susciter des réactions, parce que c'est ce qu'on a expérimenté quand on les a lus. On avait quand même une salle assez importante et voilà, les gens étaient assez réceptifs et ça permettait vraiment d'ouvrir le débat à partir de situations concrètes et vécues. Donc c'était l'intérêt de ces récits, mais à réfléchir comment ils peuvent être utilisés plus concrètement dans les collectivités ensuite. Voilà, ou sinon dans des colloques, des congrès, soit effectivement il peut y avoir des interlocuteurs qui s'intéressent à l'aspect méthodologique qui est assez original et notamment cet aspect transmission qui nous a animés, soit effectivement ça peut être aussi un outil de formation sur une journée sur l'égalité professionnelle par exemple, et comme tu l'as très bien dit, pour susciter le débat, alimenter la prise de conscience des agents, des personnels concernés. On peut peut-être poursuivre par les récits, Très Mathilde? bien, oui, oui. Alors là, je laisse la main à Bénédicte pour le lancement. Donc voilà, deux formats différents, hein. C'est ce que je vous précisais à l'instant, deux formats différents. Un format où on a enregistré un récit avec une couverture vidéo, c'est-à-dire il y a une vidéo qui est un peu pédagogique qui passe, et un format avec un fond très très neutre, très sobre, sans vidéo donc, mais simplement avec la voix du récit. Voilà, c'est les deux formats qu'on me propose aujourd'hui. Voilà. Un sur le féminisme et l'autre sur le sexisme. Exactement. Alors, je vais le lancer. Pardon, alors j'espère que j'ai pas de. Comme je suis sur un ordinateur verrouillé. Enfin, mince. Excusez-moi. Je vais- Tu La veux que démonstration, c'est toujours difficile. c'est ça? En fait, j'utilisais un autre ordinateur jusque-là et là, je vois que ça, c'est pas la même. Tu veux que je tente, Bénédicte, pour la vidéo? Je tente, tu me laisses Bah, le écoute, pour le je veux partage. bien te laisser. Si toi ça Allez, s'ouvre, parce que là, moi j'ai un message d'erreur. Désolée. allez, ça marche. Je vous Désolée, hein. si tu peux arrêter le partage d'écran et je prends la main, j'arrête ma vidéo et je vous passe la vidéo concernée. Oui, hop, je retire mon. J'arrête le partage d'écran. Normalement, c'est bon, je l'ai arrêté. D'accord. Ouais. Alors attends, a priori, moi je suis toujours en cours, hein. T'es sûr que tu l'as arrêté? Ouais. Votre partage d'écran est en pause. Je vais faire arrêter, pardon, j'étais en pause. Hop. Voilà, je sais pas si vous le voyez. Ouais. C'est bon. On Allez, le c'est voit. parti. Ouais. Allez, je vous mets le son. Par contre, Mathilde, on n'a pas le son. Ou c'est moi? Pardon, vous n'avez pas le son. D'accord. Je sais pas pourquoi. On n'a pas Euh, Toi, tu l'as quand tu le ouais, lances? ouais, je l'ai, ouais, ouais. Alors, désolée. Je sais pas pourquoi j'ai pas le son. Après, je te l'ai envoyé aussi. Si tu veux, toi, tenter de le passer, mais j'ai l'audio. Alors, on va retenter. Désolée. J'ai Ah, c'est toujours du bon. mal à me dire féministe, car il y a tellement de définitions différentes pour ce terme, dont certaines peuvent être perçues comme trop radicales. Je suis aujourd'hui, à 57 ans,
directrice générale des services d'une communauté d'agglomération. J'ai pu accéder à ce poste de direction grâce à la réussite du concours interne de l'INET en 2015. À travers mon poste, je suis amenée à diriger des équipes et je suis donc confrontée à différents points de vue, notamment en ce qui concerne l'approche du féminisme. Je ne me définis pas fermement comme féministe. Je suis certes engagée pour que les femmes ne subissent pas de discrimination, mais j'avoue être plutôt hostile aux quotas ou à la discrimination positive, qui, selon moi, nuisent à la cause des femmes. Toute forme de discrimination positive se traduira toujours par un risque de suspicion pour la personne qui en bénéficie, qu'elle doit sa place à cette mesure, même partiellement, plutôt qu'à sa personne et à ses compétences. Je sais cependant que cette position n'est pas partagée par toutes mes collègues. J'ai une collègue particulièrement qui s'affirme et se revendique féministe. Durant sa carrière, elle a d'ailleurs travaillé à la mise en place d'un CODIR paritaire. Elle menait aussi une activité militante dans des associations féministes notamment. Elle m'expliquait que ces valeurs lui avaient été transmises par sa mère. Lors d'une discussion, elle m'a cependant confié qu'on lui avait recommandé de minorer ses engagements associatifs, de parler moins fort et de rentrer dans le moule de la fonction publique territoriale si elle voulait progresser dans sa carrière. Et c'est donc ce qu'elle a fait, pour améliorer son image au travail, m'a-t-elle raconté. D'autres collègues, pour autant, assument leurs revendications féministes. Elles revendiquent le fait de pouvoir faire avancer la place des femmes dans la société, notamment dans leur vie professionnelle, et prônent l'occupation par des femmes à des postes à responsabilité, la promotion de l'égalité, l'équilibre et la solidarité entre femmes. Voilà. Hop. Voilà, c'était le premier récit sur le féminisme. Bravo Mathilde. Et peut-être voilà, on peut passer peut-être au deuxième récit, donc sur le sexisme, qui est d'un autre format. Je fais un essai, voir si c'est bon, moi ça marche. Donc si je peux le faire sur mon ordinateur si tu veux. Très bien. En revanche, il y a juste à écouter, hein, mais alors, ce sera moins intéressant la vidéo. Limité par des agissements sexistes au travail. Est-ce que tout le monde entend? Ouais, on prend depuis le départ, peut-être, ouais. Depuis le début. Ok. Donc c'est le récit sur le sexisme, lu par Françoise. Des carrières limitées par des agissements sexistes au travail. Durant toute ma carrière, au cours des différentes étapes de sa construction, le fait d'être femme et d'être identifiée comme telle a pu, à de nombreux égards, être la source de propos et d'agissements déplacés. J'ai une formation d'ingénieur et je suis depuis 2005 ingénieur en chef. Le poste que j'occupe actuellement est celui de directrice générale adjointe d'un établissement public de coopération intercommunale. On n'entend plus. Ouais, il y a un... Pardon, J'ai remarqué, dans Ah, les divers emplois que j'ai occupés, de nombreux comportements et agissements inappropriés envers moi-même ou d'autres collègues. Le fait d'occuper un poste de direction très jeune a pu être parfois questionné par mes équipes, notamment en raison de mon âge de l'époque et surtout en raison de mon genre. Cette expérience d'une municipalité a été assez violente, notamment en prenant conscience de ce que je pouvais renvoyer en étant une femme à ce poste. Diverses remarques ont pu être faites de la part des élus sur mes tenues, sur ma couleur de cheveux, et même sur le fait qu'au dire d'élus, j'avais une trop petite voix pour occuper des postes stratégiques. Le sujet de la maternité peut être aussi source d'attaque. En effet, j'ai 2 enfants, et il est vrai que durant un entretien, cela a paru constituer une difficulté pour les employeurs potentiels qui me demandaient notamment comment j'allais pouvoir gérer la charge familiale en plus de mes responsabilités professionnelles. De même, durant mes prises de poste, certaines réflexions reçues étaient directement reliées à la gestion de ma vie de famille. J'ai l'impression
que dans l'imaginaire collectif, une femme est plus ou moins destinée à être mère et non pas à faire carrière, surtout en étant mère célibataire. Après divers échanges avec des femmes croisées durant mon parcours professionnel, le constat est sans appel et toutes ont rencontré ce genre de difficultés. Allant des réflexions sexistes jusqu'au harcèlement, c'est une problématique générale et systématique. Certains élus m'ont fait remarquer qu'ils ne voulaient pas de DGS femmes, par exemple. Dans un autre registre, j'ai pu observer des réflexions concernant l'origine d'une de mes collaboratrices ou même les compétences ou la qualité des propositions d'une autre. J'ai pu remarquer également des écarts de rémunération avec certains collègues. Si aujourd'hui je me sens bien mieux et j'ai trouvé des clés pour pallier ces difficultés, cela n'a pas toujours été facile. Pour ma part, j'ai fréquemment ressenti un sentiment d'imposture qui m'a d'ailleurs amené parfois à une autocensure et à une pression que je me mettais moi-même sur les épaules. En tant que femme, je devais faire toujours plus pour être considérée et respectée au même titre que mes homologues masculins. J'essaye réellement moi-même, en tant que femme dirigeante, de ne pas reproduire les stéréotypes de genre qui peuvent être ancrés profondément en nous. Je ne veux pas les reproduire avec mes collaboratrices. Et surtout, je ne souhaite pas faire de ma réussite professionnelle une généralité et affirmer qu'elle est à la portée de toutes. Ce n'est pas parce que de mon côté, j'ai réussi à dépasser ce plafond de verre que nous évoluons toutes dans un contexte qui y est favorable. Merci Mathilde et Bénédicte. Bravo pour la prouesse technique, hein, ça allait pas de soi, c'est une première. Euh, donc voilà, donc vous avez vu en direct ce que peuvent représenter les récits. Avant de passer aux questions, je voudrais donner la parole à Brigitte Grésy, qui nous a fait l'amitié, vraiment, je la remercie encore, de rédiger la préface de notre publication. Et donc, voilà, j'aimerais, Brigitte, que tu puisses donner ton avis, réagir, et puis peut-être dessiner quelques pistes pour la suite, si tu peux accepter de continuer à nous inspirer. Voilà, si tu veux prendre la parole, Brigitte. Voilà. Merci. Ça a été vraiment un plaisir que de travailler sur ce texte. Et alors, moi, ça me touche au cœur parce que ce que je dis souvent sur les questions d'égalité professionnelle, c'est qu'il faut trouver du narratif. Il ne faut pas seulement donner des chiffres, donner des mesures, il faut trouver le récit qui permette d'incarner, qui va avec. Et c'est par le récit qu'on peut aussi déboucher sur l'action, parce que ça permet d'avoir une identification des personnes à ce qu'elles vivent. Donc ça, franchement, c'est quelque chose de très bien. Et je voulais dire aussi que c'est vrai que nos chercheuses, que ce soit Catherine Marie, Elsa Favier ou Sophie Peuchic, ont beaucoup travaillé sur la fonction publique d'État, pas sur la fonction publique territoriale. Et leur recherche est passée aussi par l'écoute des femmes, avec pas mal de verbatim. Et alors, leur raisonnement était formidable, mais je vais vous dire une chose que j'ai retenue, c'est que dans les décorations, les cérémonies de décoration, beaucoup de personnes allaient voir les chefs masculins et leur disaient, ou dans les discours, leur disaient, vous avez une épouse formidable. Et ça, cette expression, je trouve que c'est le titre même d'un rapport. Vous avez une épouse formidable, ce qui montre le non-partage du travail, ce qui montre que ceux qui sont aux responsabilités sont dans une ère d'interdépendance qu'il faut absolument reconnaître, que les hommes sont beaucoup plus dépendants, hein, ils ne sont pas indépendants, ils sont dépendants de cet écosystème, mais les femmes beaucoup moins, et donc d'où l'importance de les accompagner et éventuellement de les coacher. Et alors, pour revenir à votre travail, moi,
ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la façon dont vous construisez des ponts. Vous construisez des ponts entre l'individuel et le collectif. Que ce soit le sexisme, que ce soit l'égalité professionnelle, il faut toujours travailler au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et le niveau collectif, c'est évidemment de réviser toutes les normes formelles et informelles qui sont soi-disant neutres et qui sont faites à l'aune d'un référent masculin sans charge mentale. C'est ça, vraiment, le scandale de ces normes professionnelles aujourd'hui et que l'on voit partout dans les fiches de poste, dans les procédures de recrutement, etc. Et ça, il faut travailler dans le détail. Le deuxième pont que vous avez, c'est c'est l'intergénérationnel. C'est-à-dire le sentiment que eh bien, les jeunes femmes comme vous ressentent des choses avec beaucoup d'acuité, comme nous autres, les seniors, nous les avons ressentis, mais un peu différemment parce qu'on n'a pas eu les mêmes vies que vous. Mais il y a de l'intergénérationnel dans vos discours et ça, c'est important parce que ça touche tout le monde. Et puis, bien sûr, l'interfonction publique. Autrement, vous avez fait des ponts évidents et notamment, ce que je trouve intéressant, c'est que dans l'étude sur les femmes énarques, moi je suis énarque, dans ma promo, la plupart des garçons ont des postes qui doivent être à peu près 2 fois rémunérés comme le mien l'était, parce qu'ils sont partis dans la banque, l'assurance, etc. Et les femmes sont beaucoup plus restées en administration. Pourquoi? À cause des enfants et à cause de l'articulation des temps de vie. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un élément très important, en plus, disant que les femmes énarques, elles étaient à Paris et qu'aux directions départementales ou régionales, on avait plutôt des femmes non énarques. Ce qui prouve bien que là encore, il y a plein de biais à travailler qui concernent le temps, l'espace et puis tout ce qui va avec en matière d'argent et de milieu socioculturel. Et enfin, bon, mon troisième point, c'est que partir du ressenti est formidable parce que ça permet, d'une part, de voir les paradoxes. Paradoxe profond entre le plaisir, mot qu'on ne prononce pas assez, le désir, le plaisir de l'engagement, le plaisir d'être leader, le plaisir de donner du sens à l'action. Et c'est pour ça que nous y passons du temps, nous les femmes. Et puis les freins terribles qui nous mettent tout le temps dans des injonctions paradoxales, au-delà évidemment du sexisme et du sentiment d'imposture. Et puis le deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est dans le ressenti, l'une d'entre vous a dit, et puis il faut accepter d'être imparfaite. Et ça, j'adore. Parce que le syndrome de la perfection que nous avons toutes nous tue en termes d'exigence vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi peut-être en termes d'exigence vis-à-vis d'autrui. Je pense que moi, j'ai été trop exigeante parfois vis-à-vis d'autrui, avec ce syndrome de la perfection, le syndrome de la bonne élève. Et ça, relativiser, se donner le temps de respirer, avoir de la bienveillance avec soi et avec les autres, c'est quelque chose de fondamental qu'on acquérera petit à petit au fur et à mesure qu'on prendra plus de postes que ce que l'on a aujourd'hui. Et puis, vous avez, et c'est la fin, c'est ma conclusion, vous avez débouché sur un certain nombre de pistes et de propositions. Les quotas, il y en a une effectivement qui dit qu'elle n'est pas quota, mais moi je suis Madame Quota, donc vive les quotas partout et à l'européenne, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout promouvoir une mauvaise au détriment d'un bon. C'est des quotas, c'est ce qui nous permet d'entrer là où nous ne pouvons pas entrer. Et puis, vous avez aussi travaillé sur des possibilités de bassin d'emploi, ce que je trouve très intéressant au niveau des régions, pour créer des possibilités de mobilité fonctionnelle et non pas géographique, puisque la mobilité dans les services déconcentrés est vraiment l'un des freins énormes pour les femmes. Et enfin, sur l'idée d'un meilleur management, d'un meilleur leadership. Non pas du tout que les femmes seraient meilleures leaders, bien évidemment, les compétences n'ont pas de sexe, mais qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Le présentéisme peut-être va diminuer avec l'histoire du télétravail, l'articulation des temps et le fait que l'intime doit être désiré par les hommes, le fait qu'il faut travailler sur la paternité, la parentalité est en train de bouger et que ce nouveau leadership plus participatif trouve peu à peu son chemin et c'est les femmes qui le portent. Parce que les femmes, la mixité au sein des organisations, pour reprendre notre mantra d'administration moderne et de TOGAP,
c'est évidemment que c'est travailler sur la qualité de la décision et la modernisation de l'État. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous redis un grand bravo pour cette étude absolument passionnante. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Vraiment, tu ouvres beaucoup de pistes et puis tu as vraiment pu faire une belle analyse de notre travail. Peut-être Bénédicte et Mathilde, vous voudriez réagir parce que du coup, vous ne vous connaissiez pas avec Brigitte. Peut-être vous voudriez réagir, vous qui êtes de nouvelles femmes à la décision dans vos jobs. Est-ce que, est-ce que vous voulez réagir? Voilà, simplement. Bénédicte, je t'en prie. Ouais, déjà, merci beaucoup, Brigitte. Ça aurait été un plaisir aussi éventuellement même de travailler ensemble en amont, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a en tout cas, les intentions sont bien perçues sur ce qu'on a voulu faire, sur cette idée de construire des ponts. C'était notamment l'individuel, le collectif, l'intergénérationnel, ne pas rester cloisonné sur les femmes administratrices territoriales dans une logique un peu corporatiste. Voilà, on avait un peu cette ambition, on va dire. Mais voilà, en tout cas, si nos travaux peuvent trouver un prolongement, ça peut être vraiment intéressant, je pense, voilà, à retravailler peut-être ensemble selon ce qui peut être réalisé. Avec plaisir. Merci beaucoup également. Merci beaucoup, Brigitte. Moi, je me retrouve beaucoup. Donc, moi, je suis personnellement en situation de mobilité géographique, puisque ma famille est à Bordeaux et voilà, dans un cadre un poste de décision. Je trouve que le syndrome de la bonne élève est effectivement très juste, cette exigence aussi qu'on se donne à soi-même et aux autres. Euh, et je trouverais ça serait intéressant de faire une étude sur toutes ces tensions qu'on a. Et en particulier, je suis entourée de femmes dans un service très administratif hein, qui ne surprend personne. Mais il y a beaucoup de cas d'épuisement professionnel et surtout des femmes, en fait, des femmes en responsabilité notamment. Donc, je suis assez, voilà, je partage énormément ce que vous avez pu dire. Je vous remercie. Madame Grésy, merci beaucoup. Bien, merci pour cette raison. On est tout un peu intimidés, on dirait, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Est-ce que nos participantes, là, j'ai vu qu'il y a quelques amis qui sont là, est-ce que vous souhaitez commenter sur tous ces aspects, dessiner des pistes, protester vous avez la parole, poser des questions pendant que tout le monde est là. On a réussi cet exploit à être toutes présentes en même temps en direct. Moi, je pourrais peut-être, je trouve vraiment passionnant cette méthode, ce que vous avez fait. Je trouve ça très innovant. Je ne sais pas si Brigitte est d'accord avec moi ou Oui. Françoise, mais moi, je n'ai pas vu ce genre de travaux encore au sein de l'administration. Et je me dis que la méthodologie pourrait être réutilisée dans les autres fonctions publiques, ce qui permettrait de compléter ce qu'on a déjà, parce que effectivement, ce qui remonte de nos réseaux, ce sont des constats, mais ce sont probablement des constats qu'on finit par quantifier. Et je me demande si cette méthodologie que vous avez utilisée ne pourrait pas être reprise par nos réseaux, par exemple, si on prend donc les réseaux qui ont des grands parcours professionnels identifiés, la diplomatie, la justice, à l'intérieur, les femmes policières et puis les femmes qui sont dans le corps préfectoral sont deux perspectives professionnelles un peu différentes et de voir ce que ça donne comme récit et la comparaison des récits. Est-ce que ce qui ressort de ces récits, donc vous avez fait ressortir un certain nombre de thématiques, peut-être qu'il serait aussi intéressant de voir à quel moment du parcours professionnel ressortent ces thématiques et peut-être donc d'élargir avec d'autres parcours professionnels qui sont comparables mais différents et voir ce qui est saillant
Et je pense que ça peut donner lieu à, comment dire, à encore d'autres pistes de propositions. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Oui, moi je suis aussi assez d'accord et je remarque aussi, toujours en discutant avec ces jeunes des promotions de l'INET, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup bataillé, on continue à le faire pour avoir des chiffres, hein. Je me souviens que Brigitte disait il faut compter les femmes pour que les femmes comptent. Donc ça reste vrai et on bataille toujours pour avoir les chiffres. Et je remarque en tout cas que chez nos élèves, hein, nos jeunes hauts fonctionnaires, eh bien, ils sont très intéressés par le qualitatif. Et donc, ce que tu soulignes, et Brigitte et Nathalie, sur le ressenti, il y a vraiment quelque chose à creuser. Moi, ça m'a énormément aussi intéressée et émue aussi, hein, de pouvoir faire émerger ces questions-là. Moi, il y a quelque chose une chose à laquelle je pensais. J'avais assisté, mais je crois que Sandra est partie, j'avais assisté avec Sandra à des lectures. Alors ça vous semble prétentieux, mais c'était Julie Gaillet avec une autre comédienne qui lisait des récits de femmes qui avaient été, qui avaient fait l'objet d'articles dans Le Monde. Et c'était vraiment intéressant. Évidemment, c'était des femmes très connues. Mais là, nous-mêmes, évidemment, ce sont des femmes moins connues, mais c'est un petit peu aussi des héroïnes du quotidien. Et moi, je trouverais intéressant, voilà, peut-être d'organiser des lectures. Là, on a choisi 2 récits, mais il y en a d'autres, hein, sur la mobilité, sur le présentéisme, de continuer à travailler soit sur l'infographie, comme l'a très bien fait Mathilde, et l'a très bien fait toutes les deux, sur l'infographie, ou à certaines occasions, pouvoir proposer une série de récits thématiques, voilà, qui seraient un petit peu différents de ce qu'on propose, hein. On a l'habitude des tables rondes, des interventions, mais à Marseille, quand on a présenté le récit, quand Mathilde a lu le récit sur le féminisme, il y a eu un silence dans la salle. Les gens n'avaient pas du tout l'habitude de ça, hein, notamment les jeunes administrateurs. Et le fait de pouvoir dire ces récits, les exprimer, encore une fois, on est dans le ressenti. Et ça, je ne sais pas, il y a un impact qui est un petit peu différent de ce à quoi on est habitué. Si je peux me permettre, je pense aussi que ce qui ressort de ces récits, mais qui est presque en creux, c'est quand même le bonheur d'être leader. Parce que dans ces récits de femmes, elles montent les freins, mais à aucun moment elles disent je vais arrêter. À aucun moment. Exactement. Et je trouve que ça, quand on parle beaucoup d'attractivité de la fonction publique, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas? C'est parce que ça fait sens, notre action aussi. Et je trouve que dans les questions qu'on pourrait poser et qui sont présentes là, en fait, c'est euh, où est votre plaisir? Enfin, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Donnez-moi des... Enfin, moi, j'ai des souvenirs de réunions où on emportait le morceau qui était un vrai bonheur, un vrai bonheur. J'ai des souvenirs de connivence, de complicité avec mes collègues, de fou rire, qui était un vrai bonheur. Donc, c'est ça aussi, je crois, que les femmes, euh, et c'est ça que j'aime bien aussi dans votre rapport, c'est que les femmes, elles ont aussi, comment dire, euh, une forme d'être au monde dans la fonction publique qui est valorisante, enfin, qui est un moteur de vie. Voilà, le moteur de vie. C'est aussi un moteur de vie. Oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi, Brigitte. Il y a un très grand plaisir euh, à, je ne sais pas comment le dire, mais à vivre une position de leader d'équipe en ayant conscience de façon un peu peut-être gazeuse que ce leadership est un peu différent. Je ne sais pas, mais moi, c'est ce que j'ai vécu en ce qui me concerne. C'est que, oui, il y a une sensation d'explorer de façon un peu spontanée une façon d'être leader un peu différente de ce que nous, on a connu quand on n'était pas en position de leadership. C'est c'est autre chose que ce que tu viens de dire, mais c'est, je trouve, une exploration dans le management qu'on fait plus Oui, ou moins sans le savoir, hein, et
qui ajoute à cette sensation de plaisir, je pense. Mais c'est vrai qu'on est des outsiders dans le leadership. Donc, Oui, tout oui, outsider oui, est oui, obligé tout à fait. d'avoir Tout des à fait. comportements un peu différents. Mm. Et moi, j'avoue que j'ai été quand même très, comme je disais tout à l'heure, très un peu euh, dans, dans, dans la perfection. Et si j'avais à refaire aujourd'hui quelque chose, aujourd'hui où les choses sont quand même un peu plus vivables pour les femmes, je jouerais davantage sur le care professionnel. Je crois que l'enjeu de demain, c'est de prendre en compte son écosystème, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel, pour qu'il soit bien avec vous. Et parfois, j'étais dans des milieux tellement difficiles, avec que des hommes, Oui. que peut-être voilà, mon objectif était peut-être un peu trop grimpé au cocotier, je l'admets. C'est vrai aussi qu'on assiste aujourd'hui à des évolutions, au moins dans certains milieux, sur le management. Là, j'ai préparé un travail la semaine dernière sur une mission sur les valeurs de l'administration. Et j'ai fait une recherche sur le site de la DGFP qui dit, oui, aujourd'hui, le management par les valeurs, ça a du sens. Donc, je crois aussi que lorsqu'on a démarré, ce n'était pas tout à fait la même chose. Donc, il y a la question des valeurs. Comme tu le disais aussi, Nathalie, je crois aussi que les compétences sont tout à fait les mêmes. Maintenant, on parle beaucoup des soft skills, de ces compétences relationnelles que l'on met en avant, alors que précédemment, on était plus sur la connaissance, des formes Absolument. d'autorité et des compétences qu'on attribue plutôt aux hommes, mais pas, aussi un certain nombre d'hommes en ont assez aussi d'être figés dans ces compétences d'autorité systématique et cette nouvelle approche peut les intéresser. Et nous, c'est ce qu'on a vu avec Mathilde et Bénédicte, enfin, elles en parleront mieux que moi, mais que leurs jeunes collègues et les garçons qui ont participé d'ailleurs à notre projet, eh bien, ils ont envie d'autre chose aussi. Oui, et d'ailleurs, je rebondis là-dessus si je peux me permettre. Euh, c'est vrai que les soft skills qui étaient quand même un peu mis sur le côté avant reviennent au centre de la scène et c'est vrai que c'est des compétences que les femmes ont sans doute plus à cause de ce qu'elles ont vécu depuis leur enfance. Et pas forcément naturellement, mais c'est des expériences de vie. Et c'est ça qui a profondément, je crois, changé. Et en ce sens, je te rejoins, Nathalie. C'est-à-dire que c'est la gouvernance elle-même qui est en train d'être modifiée, fatalement, avec notamment toutes les transitions à venir, hein, les transitions numériques, etc., le télétravail. Il y a vraiment des conditions différentes de management et c'est là-dessus, je crois, qu'on peut faire monter des compétences qui sont peut-être majoritairement portées par les femmes. Oui, et des compétences plus relationnelles. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Il n'y a pas de main levée. En tout cas, on pourrait en parler des heures, hein. Mais Ces s'il n'y a heures, pas de main levée, ouais. est-ce que, pardon, Vas-y, Nathalie. s'il n'y a pas de main levée, est-ce qu'on pourrait imaginer le next step, c'est-à-dire voir comment on peut construire une proposition d'étude à partir d'un certain nombre de nos réseaux qu'on soumettrait au financement du fonds des GFP. Parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ne font pas du tout et qui serait très intéressant non seulement pour nous, mais pour la DGAFP. Moi, Nathalie, j'avais eu un contact cet été pris par une personne que je connaissais par ailleurs, mais qui travaille à la DGAFP, Yacine Sek, qui est une jeune énarque là, qui vient de prendre ses fonctions et qui est sur les sujets d'égalité professionnelle et qui justement, je me souviens plus exactement du terme de son message, mais il y avait cette idée un peu de voir comment enfin, elle était intéressée aussi sur la méthode et j'essaie de retrouver son message en même temps. Mais il y avait un peu ce souhait de peut-être faire un travail ensemble sur le sujet. Mais j'ai pas forcément donné suite. Je m'étais dit qu'on en reparlerait de toute façon, mais Et pour le coup, ce serait un travail interversant. Enfin, Nathalie le sait, hein, moi j'appelle ça de mes voeux aussi, hein, depuis qu'on est dans tous ces réseaux-là. Ce serait vraiment original d'aller là-dessus. Après, bon, sans rentrer dans la technique, le fonds égalité professionnelle, nous, en tant qu'association, on est éligible si on s'adosse à un ministère ou à une Oui, collectivité. mais ça, c'est pas très grave, Françoise, parce que si on rédige un projet
qui implique plusieurs ministères via les réseaux ministériels et les autres fonctions publiques avec les réseaux qu'il y a, en interministériel, comme ADMOD a une convention avec le ministère de la fonction publique. Ce que nous a dit le ministre, c'est qu'on fait une proposition et lui fait l'articulation avec la DGAFP pour que ce soit la DGAFP ou enfin, un service qui porte, quoi. Oui. Donc ça c'est soluble. Et ce serait tout à fait faisable. Donc, effectivement, le volet territorial pourrait être développé. Il faudrait réfléchir sur la forme. Effectivement, peut-être. Alors, évidemment, on est sur l'anonymat, mais les infographies, comme tu l'as présenté, Mathilde, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant pour présenter les récits, parce que pour le coup, on garde l'anonymat. Mais moi, je pense que ce serait très bien. Je pense qu'il y a ça, une proposition d'étude qui nous permettrait peut-être aussi d'embaucher un sociologue. Moi, j'en avais parlé à je ne sais plus comment il s'appelle, ce sociologue qui était au Sénat lorsqu'on avait fait le bilan de la Sauvadet, mais il m'avait dit, nous, on est sociologues, il nous faut 20 ou 30 000 euros pour participer à une étude. Ce que m'avait dit Elsa aussi, qui s'intéressait à nos travaux, Elsa Favier. Donc, effectivement, enfin, pour parler argent, nous, on a eu 2500 euros et on trouvait que c'était déjà pas mal. Mais donc, voilà, si on veut monter en puissance et aussi en livrable, il faut qu'on ait des moyens un petit peu supplémentaires. Mais je crois que le fond est très sain, et très innovant. Donc, effectivement, travailler sur ce vécu, ce ressenti, l'intervention publique, l'intergénérationnel, je crois que le narratif, on a vraiment quelque chose à ne pas abandonner. Moi, ce que je déteste, Oui. c'est que notre travail soit abandonné. Il y a une question. Catherine? Oui, il faut juste que je retrouve mon micro. Ah bah je l'ai. Oui, Là, Ok. Ok. Tout à fait d'accord évidemment pour étendre cette action qui est très intéressante. Je me demandais juste, est-ce qu'on pourrait avoir des éléments de... Est-ce qu'il suffit d'avoir un budget ou est-ce qu'il faut avoir aussi des éléments de charge, de temps que ça prend, d'équipe qu'il faut constituer et de quelles ressources il faut en fait pour constituer cette cette étude et pour pouvoir la mener à bien? moi, je crois que tu as tout à fait raison. Il y a les deux aspects. Enfin, je parle aussi sous le contrôle de Bénédicte et Mathilde. Nous, on a eu quand même, elle et l'équipe des 5 élèves qui ont fait les entretiens, ils y ont consacré du temps. Nous, on a eu, je ne sais pas, d'innombrables réunions de concertation et avec notre stagiaire, et ensuite pour peaufiner l'affaire, et ensuite aussi pour la réalisation de la publication. Donc, effectivement, Et euh, surtout, la- alors nous, la fraîcheur de notre affaire, c'est on a tout fait en direct et du coup, on n'avait pas d'intermédiaire ni de très peu de prestataires, à part pour la publication. Mais je crois que si on veut effectivement faire quelque chose de plus important, ça veut dire aussi, à mon avis, quand même aussi trouver des partenaires qui ne soient pas juste des prestataires. Je pense que si on a un ou une sociologue, il faut que ce soit quelqu'un déjà j'ai envie de dire, qui aime notre travail et avec qui on peut avoir envie de poursuivre. Hein. Après, toute l'équipe du plafond de verre et l'État, ils sont tous, ils et elles sont tous, je pense, intéressés. Moi, je pense qu'il faut construire en fait un projet tout simplement en partant des éléments dont vous disposez vous, c'est-à-dire que pour faire l'étude que vous avez faite là, combien de temps ça vous a pris, combien de temps individu ça vous a pris, quel est le coût, et à partir de là, eh bien, on transpose. Vous avez fait combien d'entretiens, combien d'heures? Et puis voilà, il faudrait reprendre un peu les éléments que vous avez, les construire dans un format projet, et puis ensuite voilà, fixer un objectif sur les 3 fonctions publiques. Et on ne va pas faire non plus 450 000 entretiens, mais justement avoir un objectif en prenant appui sur nos réseaux. Sur la fonction publique hospitalière, par exemple, on n'a pas beaucoup de réseaux, on en a 2, 3, 4. Mais c'est pas grave, on peut commencer par là. Euh, et puis, une fois qu'on a ça, voir comment ça se dimensionne en termes de personnes impliquées, de profils, de financement et de rémunération pour les personnes qui sont justement sollicitées. Mais je pense qu'il faut d'abord construire le narratif du projet. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Dominique? Moi, j'allais dire, Vas-y, Bénédicte.
Oui, parce qu'il y a un message en même temps. Oui. J'allais dire que nous, on pouvait fournir, enfin, en tout cas, moi, je peux fournir les trames, les documents de travail qu'on a utilisés, préciser un chiffrage aussi en termes de temps de travail. Je pense que ça peut aller assez vite. Si ça peut ensuite servir à, voilà, à une transposition. Par exemple, les grilles d'entretien qu'on a utilisées et puis la méthode, je pense que l'avoir mis de façon rédigée sur des fiches, puisque nous, on avait nous-mêmes, c'était assez artisanal, entre guillemets, on avait quand même nos comités de pilotage avec des relevés de décision. Voilà, on a quand même quelque chose qui existe, qui est formalisé en tout cas. Voilà, je pense qu'il faut bâtir à partir de Donc ça, ça. je pense que ça peut être partagé si ça peut ensuite servir. Oui, je pense que notre méthode, hein, on a abouti quand même, on est allé jusqu'au bout, à mon avis, elle est tout à fait réutilisable et peut-être à mettre à un autre format. Après, je crois vraiment que pour le coup, ce serait intéressant d'avoir d'autres témoignages dans la fonction publique territoriale et des autres versants. Mais pour le coup, non seulement ouvrir et transférer, mais aussi amplifier cette démarche qui a été Oui, la nôtre. Mm. Oui, je pense que c'est ça le next step. Après, il faut oui. que quelqu'un prenne le pilotage de ça parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Ça, Oui, et c'est là où le bas blesse. là où le bas Parce blesse, que comme avec Mathilde, c'est que nous, on est toutes les deux jeunes mamans et on vient de prendre nos postes. Et donc, c'est sûr que ça fait Mm. C'est pas Oui, toujours simple. Vous êtes la Non, première à le c'est constater aussi. lourd. oui, c'est ça. Il faut trouver dans nos réseaux qui peut Mm. piloter ça. voilà. Et de façon pragmatique, on peut quand même déjà diffuser largement la publication. Alors, on n'en a pas plus tellement en imprimé, mais on peut la diffuser en web. Hein, donc, ça, on peut déjà largement diffuser. À mon avis, on peut aussi aller plus loin dans la diffusion. Hein, on l'a fait en partie, mais je pense on peut Oui. poursuivre ce travail. Ah, et est-ce que Raphaël peut nous prendre une photo de l'écran? Ah On oui, peut pas faire bien ça, sûr. moi. On se redresse. Mais je vois pas Ah, Mathilde. Ah si, elle est là. Vous êtes si, prêts? Mathilde, elle est là. Allez, Ok. Je vais peut-être mettre ma caméra aussi. Hop. Et Marlène? Du coup, je sais pas si t'as tout le monde. Ah, on Ok. voit. Super. Il y a Salomé aussi. C'est important, les photos. J'ai appris ça la semaine dernière, en fait. La mission où j'étais, mon collègue disait, oh, il faut se prendre en photo pour LinkedIn. Oui, très bien. C'est fait. Vous savez le faire, prendre une photo? Moi, je ne sais pas le faire. Hein. Je sais pas Oui, oui, faire. c'est bon. Voilà, J'ai fait une capture c'est d'écran. là où l'intergénérationnel est quand même très fructueux. Oui. Bon, merci Raphaël. Merci. Il Julia? y avait une question, Oui. il y avait une remarque de Dominique dans le chat. Oui, c'était sur l'étude, le plafond de verre et l'état. C'était simplement pour dire que l'équipe était très bien, mais que l'étude maintenant, elle remonte à 2017 Oui, et que oui, ce on serait, l'a dit. Oui. ouais, C'est ce il qu'on a faudrait dit vraiment déjà en qu'elle 2015. s'actualise. Mais il y a quand même des choses qui demeurent. Hein. Ah oui, Bien tout à sûr. fait. Bah, pour les ministères, il y a des choses tout à fait valables, hein. Mais voilà, il faut vraiment quelque chose d'actuel. Non, mais non seulement ça remonte à 2017, mais justement, il y a pas ce côté récit là, dont on vient de parler. Pas du tout. Sauf des C'est ça. verbatims. Il y a quelques verbatims quand Il y a même. des verbatims extrêmement intéressants. Et moi, ce qui Donc, m'avait plu dans cette étude, c'est qu'il y avait aussi le côté social avec le côté genre. Donc, évidemment, mais c'était une étude qui avait été financée à l'époque par la DGAFP, donc avec oui, des gros moyens. il y avait toute une série, il y avait plusieurs études en même temps, je me souviens très bien. En tout cas, bravo, vraiment, Bravo. c'était formidable, très Oui, agréable. merci, merci beaucoup. Merci Du coup, aux vous pouvez, participantes. Oui, pardon, vas-y Nathalie, je te laisse. juste avant, un dernier mot avant que tu conclues, Françoise, si vous pouvez nous envoyer donc les différents éléments sur lesquels vous vous êtes fondé pour cette démarche-là, donc la méthodologie, combien, voilà, enfin, toutes les Oui, différentes petites briques initiales sur lesquelles vous vous êtes appuyé, puis de peut-être. voir, nous, ce qu'on peut faire après pour Ouais. passer à une phase 2 éventuellement. Bénédicte et Mathilde, si vous voulez, vous m'envoyez ça et moi je fais passer l'ensemble à nos amis de Oui. Touga. Et puis voilà, au niveau de la ATF, on peut quand même le dire. Ah, il y a deux petites choses que je voudrais dire. Au niveau de la ATF, il y a un changement de gouvernance à partir de janvier. Donc on va voir aussi comment cette coprésidence qui s'annonce va vouloir travailler là-dessus. Et l'autre point que je voulais dire, c'est qu'on a la journée nationale de lutte contre le sexisme le 25 janvier. Et je me demande, je ne sais pas, à réfléchir encore, comment on pourrait peut-être le récit sur le sexisme, le mettre en scène, l'utiliser, susciter un débat.
voilà, de façon à ce que tout ceci continue à vivre. En tout cas, Françoise, ça peut faire partie de la consultation de TOGAP de ces réseaux, puisqu'on va consulter les réseaux sur qu'est-ce qu'ils font sur le sexisme. Et donc, il y a des éléments là qui peuvent être comment dire, fournis sur cette enquête auprès de nos réseaux sur ce qu'ils font sur le sexisme. Exactement. Et les collègues, elles parlent du sexisme si on les interroge et si elles sont sûres qu'on soit de l'anonymat. Sinon, Oui. elles n'en parlent pas. Oui, Oui. bien sûr. Bien Alors, je sûr. vous promets que sur la couleur des cheveux, c'était pas moi. Mais Mais dis-moi, c'était ta voix dans le deuxième récit? oui, je me suis lancée. Moi, ça me plaît beaucoup, hein, ça m'intéresse énormément aussi Ouais. de verbaliser tout ça. C'était Donc, très bien. voilà, à TOGAP Fun, peut-être on fera un petit groupe théâtre à réfléchir. Avec plaisir, avec plaisir. Les amis, à bientôt. Hein. À bientôt. Merci et bravo surtout. Merci. Merci. Bravo. Au revoir. Bravo. Au revoir. Merci, au revoir.